Bonsoir à tous les amis, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du Régime des Actifs, en compagnie de l'immanquable Maurice du Jambon, mais aussi en compagnie d'un invité. Mais qui peut être cet invité, mon cher Maurice ? Figure-toi que nous avons ressorti notre machine à voyager dans le temps et nous sommes allés chercher dans les siècles passés un invité que tu connais très bien. On l'a chopé par le callback et on l'a ramené à notre époque, et c'est ce bon vieux Scipion l'Africain, qui nous rejoint ce soir. Scipion, comment vas-tu ? Quand je te parle de Scipion l'Africain, t'as jamais vu un mec aussi malin. Il raconte ses aventures avec passion au régime des actifs. Une vraie attraction. Le voyage en trirème a été très fatigant, mais néanmoins je reviens de Carthage très joyeux et très content de participer à cette émission. Et quelle émission, parce que en ce moment on est en pleine période électorale et on a décidé de faire nous aussi des petits épisodes un peu putassiers, mais aussi des épisodes où on puisse un peu discuter de sujets plus idéalistes que l'investissement. Et aujourd'hui on va parler des élections européennes et plus particulièrement des programmes des 6 principaux partis, à savoir la France Insoumise, le Parti Socialiste, Renaissance, donc en fait la République En Marche, LR, l'UMP, le RN, anciennement Front National, et Reconquête. Alors, les élections européennes, ça vous évoque quoi les gars ? Les élections européennes, c'est toujours le rematch des élections présidentielles, vu qu'elles n'ont strictement aucune utilité, si ce n'est faire un peu de pub à chaque parti, comme on a pu le voir sur les plateaux, avec des débats loufoques entre des premiers ministres et des candidats aux élections européennes, et une demande de la part de Madame Hayet de faire débattre le président avec Madame Le Pen, ce qui montre bien la logique. Et au-delà de cette logique qui est un peu absurde, mon cher Scipion, est-ce que tu pourrais rappeler pour les auditeurs à quoi ça sert les élections européennes ? Écoutez, les élections européennes servent aux différents habitants des pays de l'UE de voter pour des listes de différents partis afin de composer le Parlement européen de la prochaine, comment dit-on, circonscription. Mais bref, pour composer le Parlement européen en quelque sorte. C'est toujours un test, disons, pour tester la mobilisation des peuples. Voilà. Donc ce Parlement européen, il est composé de députés européens qui forment ensuite des coalitions qui permettent de voir émerger des commissaires européens. Et actuellement, le commissaire européen, c'est Ursula von der Leyen. Enfin, c'est pas le seul commissaire, on en a d'autres. C'est la présidente de la commission. C'est elle, la présidente de la commission. On a aussi l'immanquable Thierry Breton. Vraiment, quel homme. Est-ce que tu avais vu l'article sur la gestion de son patrimoine ? Pas du tout. Il voyage entre son loft à New York, son château en France. Il est traîné partout par son chauffeur et boit du champagne sur le yacht de Bernard Arnault. Très bien, mais l'argent du contribuable européen toujours très bien dépensé. L'argent des actionnaires d'Atos aussi. Exactement, oui. Et donc les élections européennes, c'est un moment qui est important parce que déterminer la composition du Parlement européen, c'est aussi déterminer en fait la tête qu'aura la présidence de la Commission, et aussi c'est déterminer les gens qui vont ensuite amender les lois proposées par la Commission, car je vous le rappelle, chose un peu surprenante, le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois à l'échelon européen, et donc en fait il peut surtout amender, voter, retoquer, etc. les projets soumis par la Commission. Et il y a une période où c'était pire que ça, mon cher ami. Si
je creuse dans ma mémoire d'anciens étudiants en droit. Je crois que avant, je ne sais plus quelle réforme des traités, le Parlement européen avait même pas un rôle législatif, mais purement consultatif. À vérifier, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était encore, ses pouvoirs étaient encore plus amoindris. Après, bon, heureusement, aujourd'hui, ça s'est un peu modifié et la composition du Parlement européen peut effectivement donner une certaine direction globale, quoi. Oui, je pense que ça va être un peu une des lignes directrices de notre discussion. D'ailleurs, ça m'amène sur ma question suivante. Avant qu'on rentre un peu plus dans les programmes, quelles sont vos attentes pour ces élections ? Alors, pour le coup, d'habitude, je m'intéresse beaucoup aux périodes électorales, ça me fait toujours beaucoup rire. Mais là, cette année, j'ai vraiment perdu tout intérêt. Je n'ai écouté aucun débat, j'ai vu que très peu de propositions sur les réseaux sociaux. Je m'en suis totalement désintéressé. Je pense que les résultats seront fidèles au sondage. Donc on aura RN en tête, suivi de soit les socialistes, soit Renaissance. Très certainement Renaissance, malgré les piètres compétences de Madame Hayet. Donc ça sera pas très surprenant. Et d'un point de vue purement de politique qui sera menée, rien. Je n'attends rien. Je pense le RN a déjà une position très beaucoup de sièges au Parlement européen depuis la dernière élection. On peut pas dire qu'ils aient fait grand chose, donc ça sera rebolote. Ouais, si, ils ont pris leur chèque. Ouais, ils ont arrosé tout le monde. Et toi, mon cher Scipion, est-ce que tu as des attentes particulières pour ces élections ? Écoute, je n'ai pas d'attente particulière, mon cher Robert. Je pense que dans l'idéal, dans la tête des politiciens et de ceux qui sont à Bruxelles, l'élection européenne est une façon de faire de la démocratie active, de la démocratie participative, vérifier à quel point le peuple est engagé dans la vie politique de son pays, à quel point il tient à cœur de se mobiliser. Après, bon, je pense que dans notre génération, on a bien compris que finalement, ces votes de témoignage ne servaient pas à grand-chose. Après, bon, voilà, moi, je donne mon avis en tant que Scipion l'Africain. C'est l'énième signal que les Français n'en peuvent plus, c'est-à-dire le RN est premier dans les sondages et vraiment de loin. La rivalité sur les débats qu'il y a eu, et moi j'ai plus suivi que notre ami Maurice, tout le monde est à la traîne en fait. Je veux dire, le Front National, d'un point de vue économique, a des difficultés, mais disons que il mène le game, et c'est aussi parce que les Français, via le vote Front National, veulent montrer que voilà, ils en ont ras les baskets, quoi. Ils en ont un peu marre. Et je pense que il faudrait reconnaître et prendre considération pour la colère et le manque d'espoir des Français. Mais toi, Scipion, toi qui es originaire de la terre des Romains, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur ce que les Italiens vont voter? Parce que nous, on a très peu de retours sur les différents sondages et l'offre politique italienne. Les deux premières places, selon les derniers sondages, mettent la Ligue en premier et Fratelli d'Italia en seconde position, ce qui fait que la droite, et je dirais même la droite d'inspiration patriote, est largement majoritaire, avec un Partito Democratico, donc le centre-gauche en troisième position, avec un peu plus de 10% des suffrages. D'accord, donc en fait on aurait la Meloni qui serait derrière le Salvini. Oui, c'est ça. Mais après, alors, en France, c'est quelque chose de hallucinant, mais en Italie, dans les années de l'après-guerre, la crainte du communisme a fait que les droites, alors à l'époque, après, c'était un système différent. Il y avait la démocratie chrétienne, le MIS,
le Partito Repubblicano, mais voilà, disons que face à la menace communiste de l'époque, les droites ont pris l'habitude de s'allier, quoi. Je pense que le fait de s'être présenté sur deux listes différentes, c'était voilà sûrement plus pour marquer ses singularités, se faire mousser. Ah non, moi je suis plus sévère sur ça. Ah oui, mais moi je suis plus strict sur ça et tout. Mais bon, les résultats poussent à croire que les Italiens font globalement confiance à cette voie populiste, direz-vous, de l'autre côté des Alpes. Et les Italiens, ils ont combien de places attitrées au Parlement? Parce qu'en France, c'est 81 cette année. Alors, je crois que, alors après, les places, elles sont proportionnelles à la démographie du pays, donc les Italiens, ils doivent en avoir un peu moins. Alors, en France, vous êtes quoi, 67 millions, c'est ça? 67, 68 millions. En Italie, on doit tourner autour de 60 millions, 61 millions. Donc voilà, j'imagine entre 75 et 80. Alors, petite subtilité aussi à ajouter, c'est que le parti, donc la Lega et le parti Frères d'Italie, Fratelli d'Italia, ne sont pas dans les mêmes coalitions au Parlement européen. C'est-à-dire que Salvini est dans la même coalition que le Rassemblement national, là où Fratelli d'Italia est dans la coalition de droite, disons, un peu plus conservatrice, un peu plus acceptable, dans laquelle sera aussi, si jamais ils arrivent à avoir des places, le parti de Zemmour Reconquête. Et j'imagine Bellamy. Non, Bellamy, il est dans la coalition de von der Leyen. Donc plus centriste. Pas la coalition, pardonnez-moi, le groupe. Donc le groupe centre-droit qui contient von der Leyen et qui est allié... Ouais, peut-être que c'est le PPE, qui est allié au groupe centriste dans lequel est La République En Marche, et un groupe, si je ne me trompe pas, de centre-gauche, dans lequel est le Parti Socialiste. Mais nous nous éparpillons, et moi j'aimerais dire un peu quelles sont mes attentes vis-à-vis de ces élections. Un peu comme toi, mon cher Maurice, j'ai pas forcément beaucoup suivi ces élections. En revanche, je sais qu'il y a quand même des thèmes qui me sont chers, qui vont déterminer la façon dont moi je vais voter. Alors il y a des thèmes qui sont habituels et que je regarde à chaque élection, comme l'économie, savoir si une liste s'attache à la sécurité ou pas. Donc en Europe, la question sécuritaire, ça s'évoque de plusieurs façons, hein. Il y a la question de la gestion de l'immigration, il y a aussi la question de la défense vis-à-vis des pays extérieurs. À côté de ça, il y a le critère des libertés fondamentales qui m'intéresse. Et puis il y a des thèmes un peu plus européens, dont on discutera tout à l'heure, et qu'on va retrouver en fait dans beaucoup des listes, comme la question de l'indépendance et de l'autonomie de l'Europe vis-à-vis de d'autres zones géographiques. Donc c'est tout ce qui a trait aux chaînes de production notamment. Et la question de l'innovation. Donc comment on fait en Europe pour rattraper notre retard technologique vis-à-vis des États-Unis? Comment est-ce qu'on fait pour organiser des programmes de recherche, etc. Est-ce que vous aussi vous avez des critères comme ça qui aiguillent votre vote, ou vous êtes un peu plus sur je sais pas, peut-être que vous savez déjà pour qui vous allez voter, ou vous votez plutôt en fonction de considérations purement nationales? La parole est à Scipion. Oui, alors écoutez, moi, voilà, j'ai des thèmes moi aussi qui me vont à cœur. La sécurité intérieure, la prospérité de notre économie et je dirais aussi du rayonnement du pays. Après, voilà, je suis aussi un fanatique de politique qui a été déçu. Alors, je sais pour qui je vais voter. Alors, je ne sais pas exactement le parti, mais je me pose la question entre deux partis, ceux qui sont plus à droite de l'échiquier politique, parce que je pense que, alors après, voilà, je ne crois pas en la perfection, mais
Je pense qu'ils ont compris un thème fondamental qui est celui que tous les autres politiciens s'obstinent à ne pas voir, qui est la menace, disons, culturelle que subit notre pays. Bah moi, franchement, je pars du principe que moins il y a de normes en Europe, mieux on se porte. Donc il y a aucun des partis qui... Enfin, à moins que je me trompe, on le découvrira en épluchant les programmes. Mais la tendance va plutôt vers l'augmentation des régulations, qui sont à peu près catastrophiques dans tous les domaines, que ce soit la politique agricole, on l'a dit à maintes reprises dans le podcast, la politique propre aux nouvelles technologies. Et au niveau sécuritaire, pareil, beaucoup de choses qui sont imposées en France, ne serait-ce qu'en gestion de l'immigration, sont directement en lien avec les principes européens. Alors j'attends de voir effectivement qu'on décline ensemble ce que disent les programmes. Après forcément il y a toujours une partie du vote qui se fait un peu de façon animale et instinctive, avec des considérations purement nationales comme tu le disais, et surtout pour des raisons de couleur, j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire imaginons qu'on ait une hantise envers enfin qu'on ne porte pas dans son cœur certains candidats ou certains partis ou certaines personnalités politiques qui ne sont même pas candidates, et ben on va orienter son vote pour leur mettre une raclée, ce qui est pas forcément très très intelligent, mais qui au moins nous permet de purger des rancœurs. Oui, c'est les votes contestataires qui sont pas forcément motivés par un intérêt pour l'élection en tant que telle. Sans plus attendre, chers amis, je vous propose de choisir entre les 6 partis. Donc, vous avez le choix entre la France Insoumise, le Parti Socialiste, Renaissance, LR, le RN et Reconquête. Ah, moi, je veux bien qu'on se penche sur celui de la France Insoumise. Tout de suite. Alors ça va aller vite. En vrai que en le lisant, c'est celui qui m'a le plus marqué. Alors moi, je rappelle à nos auditeurs que c'est la rubrique Café du Commerce, et donc comme toute rubrique Café du Commerce, il y a un membre de l'émission qui a fait le travail et qui est Robert, et 2 autres qui sont arrivés en touriste et qui vont... Bon, en tout cas, moi, je vais découvrir les programmes au fil de l'eau. Alors, c'est peut-être le programme le plus difficile à lire parce que il fait 105 pages, mais je vais vous l'abréger. En gros, c'est un programme qui parle juste de taxer les riches et de donner de l'argent aux parasites, et qui nous parle la moitié du temps de la Palestine, et c'est à peu près tout. Bon, sinon après il y a les trucs classiques, les transsexuels, les machins comme ça, et des positions géopolitiques qui sont un peu celles de Mélenchon, qui sont assez ambiguës sur la Russie et sur la Chine. Mais franchement, moi en lisant ce programme, j'ai pas eu l'impression de lire un programme d'élection européenne. J'ai plus eu l'impression de lire un programme national qui est le programme de la France Insoumise. C'est dire on en a plein le cul des gens qui gagnent plein d'argent, taxons-les et soutenons la Palestine. Mangeons-les. Alors attends, un projet national, justement, la moitié concerne la Palestine. Est-ce qu'on est aux élections intra-arabes en Palestine, tu vois? Alors qu'est-ce qui se passe? Je pense que Mélenchon est le plus droitardé d'entre nous, et qu'il pense encore comme à la glorieuse époque de Saint-Louis, où la Terre Sainte était chrétienne, était franque même. Alors, j'ai ouvert au pif le programme et je tombe sur un gros titre qui vendait du rêve. C'était « Éradiquer la pauvreté et cesser de sacrifier la jeunesse ». Je lis ça, je me dis mais c'est incroyable, c'est exactement ce qu'on veut. Et ensuite, mesure clé, lancer une directive pour une allocation d'autonomie accessible aux jeunes de moins de 25 ans de 1150 € mensuels.
Donc, en fin de compte, juste, voilà, tu l'as dit, prendre du pognon aux gens qui bossent et le donner aux oisifs. Ils vont taxer Bolloré et De Villiers et tout va aller beaucoup mieux. Hein. Ce programme, il est vraiment catastrophique. Donc moi, je vous parlais déjà des thèmes que je regarde de manière générale sur la question de l'économie. Il n'y a rien qui va. Il n'y a même pas des bonnes intentions. Sur la sécurité, on parle ni de la Russie, ni de la question de l'immigration. Sur les libertés fondamentales, bon, il y a une petite critique du fonctionnement de la Commission européenne, mais ça va pas plus loin que ça. À côté de ça, il y a surtout des demandes qui sont assez inquiétantes pour faire taire ce qu'ils appellent en fait les discriminations, les racismes, etc. Et ça consiste grosso modo dans le fait d'interdire le nationalisme à l'échelle européenne. Donc c'est pas vraiment le genre de choses qu'on attend et qu'on trouve très libéral. Il y a rien de libéral, hein. Il y a chapitre 3, sortir du libre-échange et relocaliser. Alors ça, relocaliser, c'est peut-être le seul pan du programme qui a trait à l'indépendance européenne. Oui, relocaliser, oui, sortir du libre-échange. Sinon, il n'y a rien sur l'innovation, donc on dirait qu'ils se sont pas intéressés à l'élection et qui sont juste en train de jouer les frustrations et de rejouer les présidentielles. Ce qui est un peu ce que font quelques autres des candidats. Faire une planification écologique européenne. Donc, j'entends le mot planification, je sors mon revolver. Thierry Breton a une érection là. Je vous rappelle qu'on avait parlé d'une planification écologique, le plan vert pour réindustrialiser la France. Je vous renvoie vers ce vieil épisode qu'on avait fait avec Maurice dans la saison 1. Éteindre le soleil. Éteindre le soleil, exactement. Bon, est-ce que vous voulez ajouter des mots sur ce programme qui est fondamentalement, je pense, le pire? Alors, moi, la seule chose que je veux ajouter, c'est que en lisant le programme, en l'ayant lu les jours précédents vaguement et en l'ayant sous les yeux aujourd'hui, je suis un peu bouche bée parce que je me dis que s'ils ont pondu un truc pareil, c'est que clairement, ils ont un électorat très ciblé sur qui ils comptent. En ayant vu aussi qu'aux dernières élections présidentielles, beaucoup de jeunes avaient voté pour Mélenchon, je me demande vraiment dans quelle dimension parallèle vivent certains de mes compatriotes. Enfin, mais voilà, c'est plus je suis plus éberlué et étonné qu'autre chose. Il n'y a rien de surprenant dans ce programme. C'est fidèle à l'identité même de ce parti mortifère. Mais moi, je suis quand même assez surpris parce que autant Mélenchon, on sait bien que la question européenne, ça l'intéresse pas vraiment. Autant la tête de liste, Manon Aubry, elle a pas l'air d'être si paresseuse que ça. C'est pas, disons, pudiquement les mots, une branleuse à la Bardella qui va au Parlement juste pour prendre son chèque. Et je trouve ça très surprenant de voir que elle ne semble pas avoir eu d'influence sur le programme et que le programme soit vraiment aussi bâclé, quoi. Enfin bref. Oui, c'est vraiment un copier-coller du programme présidentiel. Oui, avec des doses d'actualité qui vont pas faire se bouger les gens, quoi. Avec le vernis Gaza. Le vernis Gaza, l'écologie à gogo, sachant que les gens en France ne votent pas beaucoup aux élections européennes. Non, mais tu vas voir qu'en parlant de Gaza, c'est tout un pan de la population qui ne se mobilise pas d'habitude, qui veulent faire monter au pinacle. Je pense pas qu'ils votent. Clientélisme à l'état pur. Alors, après la France insoumise, qu'est-ce que vous voulez comme parti? On n'a qu'à progressivement passer de la gauche à la droite, donc on peut faire tout le spectre. Maintenant qu'on a fait l'extrême gauche, on peut faire la gauche. Très bien. Prenons la gauche moins extrême, Parti socialiste. La liste de ce bon vieux Raphaël Glucksmann. Donc, pour présenter
Assez succinctement, l'idée de ce programme, c'est un programme qui est déjà beaucoup mieux construit, beaucoup plus cohérent avec les thèmes européens. Donc Glucksmann, en fait, il y a des choses qui sont assez similaires avec Mélenchon en ce qui concerne l'économie, dans le sens où on parle de taxes, d'écologie, de redistribution. Mais à côté de ça, il y a des thèmes qui sont quand même beaucoup plus européens, c'est-à-dire qu'on parle d'armer l'Europe. Il y a une conscience européenne, entre guillemets, du fait que c'est important pour l'Europe d'être capable de se défendre collectivement. À côté de ça, on évoque l'indépendance énergétique. Alors, on parle pas beaucoup de nucléaire, on parle plus de renouvelables. Je crois que, si je me trompe pas, dans le programme, on parle de conserver le nucléaire et d'ajouter du renouvelable. Donc c'est une forme de progrès par rapport au discours qui pouvait être tenu à gauche par le passé. Et encore une fois, on parle de relocaliser la production, de faire du protectionnisme et le classique contrôle de l'information de gauche pour éviter les fake news. Mais un peu comme le parti de Mélenchon, une critique assez dure de la Commission européenne et la demande d'avoir l'initiative législative pour le Parlement européen. Ce qui est plutôt pas mal. Ce programme, je le trouve aussi nul que celui de LFI sur la question économique, mais au moins sur la question de la sécurité, il y a des enjeux qui sont soulevés, qui n'étaient pas soulevés par la France insoumise, et il y a quand même un peu plus de sujets concrets sur cette question de l'indépendance et de l'autonomie européenne. Et alors il y a un thème que j'ai vu abordé dans ce programme et que j'ai vu ensuite abordé dans beaucoup d'autres programmes, et je ne sais pas pourquoi on en parle autant, mais c'est le fait de construire des trains. Est-ce que vous savez pourquoi on parle dans tous les programmes de construire des trains en Europe? Sûrement pour des raisons purement écologiques. À défaut de vouloir renforcer le parc aérien, on mise tous sur le train, qui en soi coche pas mal des cases de l'idéologie de gauche, c'est-à-dire... les villes des différentes capitales d'Europe atteignables en train. Voilà, c'est public, enfin c'est pas public, mais c'est un transport en commun, ça pollue peu, et surtout ça reste sur son rail. Étendre la SNCF, les grèves et les avantages des cheminots à toute l'Europe, ça serait quand même sacrément marrant. Ça serait la mort de Schengen. On ne pourrait plus traverser les frontières. Ah, mais si tu veux contrôler les frontières, tu forces les gens à utiliser la SNCF. Bon, les finalités du programme sont moins délirantes que celles de Mélenchon, parce que il y a des choses sur lesquelles on peut s'accorder. Tu vois, là, si je prends un truc au pif, coordonner, intensifier la lutte contre le terrorisme, protéger nos démocraties contre la guerre hybride et les ingérences étrangères, réarmer notre continent. Bon, après, l'Ukraine, c'est un autre sujet. Assurer notre souveraineté industrielle, etc., etc. Il faut simplement savoir par quels moyens ils comptent y parvenir. Et quand on lit entre les lignes, je vois beaucoup de souscrire des emprunts. Donc là, ils disent 100 milliards d'euros. Enfin, ce genre de choses, ce qui peut être contre-productif. Moi, dans ce genre de cas, j'ai tendance à regarder l'intention. Si un sujet qui m'intéresse n'est pas abordé, c'est 0 sur 2. S'il est abordé et qu'il y a une solution médiocre qui est proposée, mais qui témoigne d'une certaine bonne volonté, je mets 1. Et s'il y a une solution qui est raisonnable, j'ai tendance à mettre 2. Typiquement, je préfère quelqu'un qui va te dire qu'on va faire un gros plan tout pourri qui coûte cher pour stimuler l'économie française, à quelqu'un qui te dit qu'il faut taxer toutes les entreprises. Il y a un point qui est rigolo dans le programme que j'ai sous les yeux, c'est soutenir l'innovation des PME et des startups européennes pour faire émerger des champions européens en doublant le budget de tel programme et en faisant de la commande publique un outil pour offrir des
premier marché aux produits et services innovants. C'est très, très macroniste comme proposition. Oui, c'est très macro-compatible, oui. Le Parti socialiste, faut pas oublier quand même que ça a été la moitié des personnes qui ont ensuite rejoint la République en marche en 2017. Et à côté de ça, que Glucksmann, il représente un peu la gauche caviar à l'ancienne. Donc il est très macro-compatible avec des relents de socialisme à l'ancienne, faut taxer, l'identité française c'est pas bien, mais disons que c'est un peu moins énervé que du mélenchonisme. En même temps, tu l'as dit, c'est gauche caviar, quoi. Ils veulent donner une image présentable même dans ce pan de la population qui est plus marqué à droite, là où la France insoumise s'en fout complètement, parce que ils sont dans des niches électorales bien précises, et bien segmentées et sectarisées. Raphaël Coxman. Raphaël qui est marié à Léa Salamé, la journaliste. Mais non. Bah putain, ils vont bien ensemble. Hein. Quel lover, quel séducteur. Moi, j'ai toujours confondu Glucksmann avec Brossard. Je sais pas pourquoi, je confonds toujours les deux. C'est pas le même délire, hein, parce que autant Glucksmann, bon, on peut dire ce qu'on veut de son programme, mais il y a Léa Salamé. Autant Brossard, c'est comment dire Léo saucisson. Léo Labroche, on l'appelait au collège. Léo Labroche. Bon, maintenant qu'on a fait l'extrême gauche et la gauche, est-ce qu'on passerait pas au centre? On va passer à l'extrême centre. Donc la gauche, Renaissance. Alors Renaissance, représentée par Valérie Hayet, donc une très charismatique femme, bon en tout cas plus que Nathalie Loiseau en 2019, et elle a un programme épatant, un programme qui s'appelle Besoin d'Europe. Alors est-ce que vous avez besoin d'Europe, les amis? Peut-être, mais ce que je constate, c'est que déjà son programme il fait pas 105 pages, il en fait 9. Et que sur la première page, j'ai Hayet et ce bon vieux Macron. Et je vous en supplie, il faut absolument faire le test des lignes vertes et lignes rouges pour savoir lequel des deux se penche du bon côté. Là, c'est un peu douteux parce que les deux se penchent. Ouais. Mais connaissant le giga-chat de Macron, je pense que c'est plus elle qui se penche qu'autre chose. Besoin d'Europe. Est-ce que toi, tu as besoin d'Europe? Alors moi, est-ce que j'ai besoin d'Europe? Je peux te dire que quand je passe trop de temps, parce que ça m'est arrivé par le passé de voyager sur les autres continents, et au bout d'un moment d'être un peu nostalgique du vieux continent, d'y rentrer, d'être très content d'être sur le vieux continent, de profiter de la nourriture, de l'architecture, du soleil ou pas du soleil. Mais j'aime beaucoup mon vieux continent. Et Valérie Hayet a l'air de bien m'aimer aussi, hein, parce que elle le dit, hein, c'est le nom de son programme. Et si je devais vous tracer les grandes lignes du programme, eh bien il y a des points communs avec le programme de Glucksmann. Donc cette idée d'armer l'Europe, cette idée d'armer l'Europe en faisant notamment une force de réaction rapide européenne. Oui, l'armée européenne. C'est assez marrant parce que ça serait un peu faire un peu jeu double avec l'OTAN. Parce qu'on sait bien que la plupart des pays de l'Union européenne sont dans l'OTAN et que l'OTAN est sous contrôle américain, mais faire une force de réaction rapide européenne, ça veut plutôt dire se donner les moyens de pas avoir à recourir aux Américains en permanence. Mais bon, je m'éloigne. À côté de ça, bien sûr, du protectionnisme, relocaliser les chaînes de production, faire des investissements dans le nucléaire, et à côté de ça, bien sûr, le classique, faire du cloud européen, investir dans les projets de recherche, etc. Emprunter beaucoup d'argent. Et les classiques du centre-gauche, défendre l'IVG, le constitutionnaliser à l'échelon européen, censurer les réseaux sociaux pour se protéger de la Russie, et protéger les LGBT, ce qui aidera peut-être à réarmer la démographie, je ne sais pas.
Donc en fait, bien dit, mon cher Robert. Ben, en fait, c'est un programme, c'est comme d'hab, quoi. C'est un programme qui va être pro-business, sans être forcément libéral, qui va beaucoup aborder les questions sécuritaires, parce que on parle d'immigration, de terrorisme. C'est ce que j'allais dire, ça chatouille un peu l'électorat de droite sur ces questions-là. Mais on parle pas du tout des libertés fondamentales. À la limite, on veut les réduire en faisant plus de contrôle sur l'information. Mais à aucun moment on parle du rôle du Parlement, du rôle de la Commission, etc., de la subsidiarité. Ils sont fidèles à eux-mêmes, ils sont toujours dans le en même temps. T'as, tu l'as dit, un peu de pro-business, mais tout en étant illibéral parce que tu vas quand même gaspiller de l'argent public. Tu as des questions sécuritaires, mais derrière il te dit on va quand même verser 100 000 visas supplémentaires. T'as des questions de liberté fondamentale où tu dis on veut augmenter les droits des femmes, on veut augmenter les droits des personnes LGBT et compagnie, et derrière, en fin de compte, tu tues les libertés fondamentales parce que tu fais de la surveillance des réseaux sociaux, etc. Ouais, ben ça c'est une vision, c'est la vision très macroniste. C'est du keynésianisme. C'est une forme aussi, en quelque sorte, d'autres visions. Allez, je vais oser le terme, mais de nationalisme français. Je pourrais dire une forme de nationalisme français laïcard, avec une vision qu'on n'a pas vue chez Glucksmann, qui est que l'Union européenne doit être un peu le levier d'Archimède de la France, parce que quand on lit le programme, il n'y a pas juste la question de faire une force de réaction rapide, il y a aussi la question de mutualiser l'arme nucléaire française. Et alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien les protecteurs de tout le monde, en fait. Exactement. Et ça, pour moi, ça donne le bon point suprématie française. C'est le point suprémacisme et ça me plaît. L'intention est là. Par contre, Robert, il y a que l'intention qui est là, parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient fait grand-chose dans leur gouvernement pour faire en sorte que la puissance militaire française soit maintenue. Les Anglais ne font même plus partie maintenant de l'Union européenne. C'est entre guillemets, selon moi, péter un peu plus haut que son cul, quoi. Alors, permets-moi quand même de te contredire. Après, je tiens à le dire que je pense que c'est dans la droite ligne de leur programme, parce que quand même, leur paragraphe sur l'immigration qu'ils nous ont pondu pour essayer, comme a dit Maurice tout à l'heure, de s'encanailler avec l'électorat de droite, il est pitoyable, quoi. Comment c'est possible qu'ils aient le culot de nous en parler après quand même près de 9 ans de gouvernement, quoi. Non, c'est ça, 8 ans, combien de temps 9 ans, je crois. Non, qu'est-ce que je raconte, 7 ans. Vraiment, c'est cette image de moraliste, de supériorité morale à la mort moelle-neu, qui vise à dire aux autres oui, c'est pas bien quand même ce que vous faites, vous votez très mal. Il faut être solidaire, même si vous ne vous en rendez pas compte, il faut l'être. Nous nous éparpillons. Voilà. Mon cher Scipion, mais permets-moi de te contredire sur la question du militaire, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais il me semble que Macron, ça a été le premier chef d'État depuis des années en France à avoir rehaussé le budget militaire français. Alors c'est pas assez, mais comparativement aux autres pays européens, c'est pas trop mal ce qui a été fait. Et à côté de ça, dans les propositions qu'il y a quand même des propositions qui sont assez marrantes. Je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a cette idée de faire financer par un livret d'épargne européen des projets industriels et des projets de défense. Et qu'est-ce que ça veut dire à demi-mot ? Ça veut dire demander aux autres Européens de financer l'armée française. Moi, je trouve ça génial comme idée. Et il va le financer comment en empruntant encore ? Ah ben ça, c'est l'idée, je pense, ça serait de prêter l'argent à des entreprises qui ensuite vont rembourser avec un certain taux d'intérêt qui sera arrangé, un peu sur le modèle du livret d'épargne solidaire ou du livret A. Mais sinon après sur la question de l'immigration,
la vision macroniste, c'est la vision du centre de l'immigration. Il faut de l'immigration légale pour des questions économiques, pour les retraites et tutti quanti. Et il faut limiter les déboires sécuritaires liés à l'immigration illégale ou liés à certains problèmes de l'immigration légale. Et alors toi, mon cher Maurice, qu'est-ce que tu penses de ce programme sur cette partie de la sécurité? Écoute, sur la partie sécuritaire, évidemment, si armée européenne il devait y avoir, la France serait à sa tête, officiellement ou officieusement. Bon, effectivement, la proposition de financement serait sûrement avantageuse pour nous parce que on mettrait à contribution les autres pays. Mais on endosserait quand même une certaine responsabilité. Il faudrait voir, par exemple, les conséquences que ça a pu apporter du côté de nos amis d'outre-Atlantique. En étant le gendarme du monde pendant tant d'années, est-ce que les Américains, est-ce que le coût-bénéfice leur était favorable ou pas? Et alors par contre, je pense que quand le programme de Renaissance est sorti, beaucoup de commentateurs politiques se sont posé la question, qui était de savoir, mais en fin de compte, cette question de la mutualisation de la bombe atomique, est-ce que ce n'est pas le cheval de Troie de autoriser les Allemands à s'en munir, qui serait encore un énième cadeau fait aux teutons, peut-être le cadeau de trop. Ouais, j'y crois pas trop personnellement. Je pense que là l'idée ça serait plutôt de trouver 2-3 pays de clochards, de trois provinces, 2-3 protectorats comme la Roumanie, la Pologne ou des pays comme ça, voire l'Italie, on ne sait pas. Un pays de clochards. Non, de très beaux pays. On vous embrasse tous les Polonais, les pierogies, c'est délicieux. Sur Scipion, il va te couper la tête. Les pays de frontière, c'est que sont quand même les plus exposés aux menaces. Eh bien, je pense qu'ils seraient ravis d'être sous la protection française. Et nous, on serait ravis de récupérer leurs deniers. Non, en fait, le mieux, ça serait de récupérer les deniers de pays qu'on n'a pas à protéger pour en protéger d'autres. Moi, j'ai un grand espoir dans le fait qu'on récupère le fric des Allemands pour pouvoir financer des défilés du 14 juillet toujours plus loufoques. Après, le truc, c'est que je pense qu'on est toujours moins attentif et moins provenant quand il s'agit des affaires des autres. C'est-à-dire, je ne crois pas que le fait que les Allemands puissent accéder je ne pense pas que les Allemands aspirent à accéder en douce à l'arsenal nucléaire français, mais c'est vrai qu'une fois que il est mis en commun, qui sait, des chefs d'État peu scrupuleux qui n'ont rien à voir avec la France pourraient se permettre des écarts qu'ils ne se permettent pas aujourd'hui. Donc, méfiance. Après, mutualiser, ça veut juste dire... mutualiser, ça veut pas dire mettre des missiles entre les mains de pays tiers. Ça veut juste dire, voilà, vous bénéficiez du parapluie nucléaire français en cas d'invasion ou autre. Mais en aucun cas, ça voudrait dire prêter des armes nucléaires telles quelles à d'autres pays. Mais c'est pas le problème, seulement que voilà, ils pourraient se sentir galvanisés par notre protection, une protection que je ne suis pas sûr qu'on puisse assurer pour tout le monde. Alors déjà, ça serait pas sûr qu'on soit en mesure de l'assurer pour nous-mêmes. Mais bon, hein, s'il y a un billet à prendre, hein, en tout cas, moi je salue l'intention et je salue cette volonté, car quand on veut, on peut pas forcément, mais c'est toujours bien de participer. Sur ce, les amis, je vous propose de passer sans plus attendre au programme suivant, le programme de ces bons vieux républicains de l'UMP,
mené par le jeune et galbé Bellamy. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce bon vieux Bellamy? Est-ce que Bellamy a des enfants? Bellamy, je ne sais pas. Je crois qu'il s'est marié récemment. Moi, je trouve le personnage sympathique et voilà, son programme ne m'a pas l'air délirant. Là, on est plus sur de la droite caviar, justement. Si je prends en préambule un des paragraphes, il dit tout de suite, pour sortir de l'excès des normes, retrouver la valeur du travail, soutenir notre agriculture, reconstruire notre industrie, défendre le nucléaire contre l'inflation des prix de l'énergie, maîtriser nos frontières, réaffirmer notre civilisation. Bon, il faut voir ce qui est proposé en détail, mais c'est la bonne ligne pour l'instant. Alors, si je vous fais la version courte du programme, en fait, c'est quasiment le même programme que celui de Renaissance, celui qu'on a entendu juste avant, sauf que on nous parle pas de féminisme et de LGBT, on nous parle pas de censurer les réseaux sociaux. Et à côté de ça, c'est évoqué sans forcément que ça soit très concret en termes de mesures, mais il y a une idée de subsidiarité, d'introduire de la subsidiarité dans l'Europe, parce que vous savez qu'aujourd'hui tout est décidé en haut en Europe, et une proposition qu'on entend de temps en temps, c'est d'avoir une Europe plus subsidiaire, qu'on traite les choses à l'échelle locale si possible, et qu'on escalade à l'échelon national puis européen que si nécessaire, histoire d'avoir décentralisé en quelque sorte. Décentraliser et rendre les décisions bien moins arbitraires et déconnectées du réel. Alors là, j'ai fait un rapide contrôle F sur les 58 pages du programme et j'ai tapé natalité et rien n'apparaît. Alors là, tu seras déçu, mais il n'y a qu'un seul programme qui parle de natalité. Et c'est le dernier programme qu'on traitera. Ah. Parce que même le père Macron, il nous avait quand même sorti la carte du réarmement démographique. Je suis assez surpris que ça ne transfigure pas dans son programme. En revanche, tu pourrais être assez surpris si tu fais des contrôles F sur son programme, du nombre de fois qu'on parle de la science. Dans les programmes précédents, notamment LFI et PS, on parlait énormément d'écologie, de verdir l'Europe, etc., de verdir le travail, faire des entreprises plus écologiques. Et là, dans le programme LR, c'est vraiment pas la même idée. Il y a l'idée qu'on pourra trouver toute, en tout cas une grosse partie de nos solutions dans le progrès technologique et dans la science, et qu'il faut pas hystériser les débats sur plein de sujets comme les pesticides, l'énergie, l'IA et que sais-je. Et sinon, autre point, sur la question de la sécurité, ils ont repris l'idée macroniste de cette espèce de plan d'épargne européen, c'est-à-dire faire payer les autres pour la France. Donc c'est quand même assez similaire au programme macroniste. Disons qu'il y a un peu moins comme disait Scipion, cet aspect un peu moralisateur, on donne des leçons de morale à tout le monde. Et est-ce qu'ils ont parlé de retrait? Oui, tu nous as dit qu'ils voulaient un peu décentraliser la résolution des problèmes au niveau européen, ce qui sous-entend de modifier les traités ou en tout cas les règles et les normes qui structurent l'Union. C'était évidemment pas le cas chez Macron, mais par contre j'ai cru comprendre que ça allait beaucoup dans plus on se déplace vers la droite. Oui. Après la subsidiarité, elle est pas non plus très poussée côté LR. On sent qu'il y a vraiment le côté parti de bourgeois de province, parce que quand tu regardes l'endroit de leur programme où ils te parlent de subsidiarité, ils te disent respecter le principe de subsidiarité en matière de protection des espaces naturels et de la réglementation de la chasse.
Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent pas que t'aies des bourgeois de Bruxelles qui les empêchent de dégommer des sangliers et des galinettes cendrées lors de leur apéro La chasse pinard à l'alouette. avec les copains de la loge franc-maçonne. Toi, mon cher Scipion, qu'est-ce que ça t'évoque, ce programme? Écoute, moi, comme je trouve François Xavier encourageant, c'est-à-dire, je trouve qu'il a été assez digne pendant cette campagne où voilà, plus d'un homme politique s'est adonné à l'indécence et il est resté stable. Après, oui, il est globalement macroniste. Après, pour les priorités qui sont les miennes et qui font mon vote, comme je disais en début d'émission, il a l'air plus soucieux de la menace que représente euh, les flux migratoires et en particulier les flux illégaux. Ouais, ben c'est en fait c'est le centre, mais centre droit quoi. Alors attends, je crois que j'ai trouvé un truc rigolo. Nous souhaitons interdire toute forme de financement par les institutions européennes d'idéologies qui cherchent à discréditer la culture européenne. Entre parenthèses, wokisme. C'est la réaction C'est un conservatrice. rebelle, pas Xavier Bellamy, hein. Le Ah, Bernard mais- Montiel de 2024. Non. Auteuil-Neuilly-Passy, allez notre ghetto. Ouais, ça fait extrêmement boomer quand même. Ah ben ils ont cet électorat. Hein. Alors vous vouliez ajouter quelque chose sur ce programme ou on saute tout de suite sur le programme de Jourdain Bourdelou? Sautons du côté de l'homme aux chemises aux cols italiens infâmes. Alors, avant même que vous regardiez le programme de Jourdain Bourdelou, je tiens juste à vous dire que il y avait deux programmes. Ils ont un programme France, ils ont un programme Outre-mer. Et bon, je vous épargne le programme Outre-mer, je l'ai même pas lu. Mais dans le programme France, il vous parle aussi énormément de l'Outre-mer. Donc c'est un programme qui est assez rigolo. L'or bleu. Quel attachement qu'ils ont, n'empêche. Ah Ils ben, font en des même scores temps, de- c'est là qu'il y a une grosse partie de leur électorat. Hein. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils font des scores de dictateurs africains en Outre-mer. D'ailleurs, il y a eu une brouille entre le RN et l'AFD quand l'AFD a suggéré que la France se débarrasse de Mayotte. Qui Mayotte, hein, si vous ne le savez pas, chers auditeurs, fait toujours aux élections, donne toujours dès le premier tour 35 ou 40% des voix à Marine Le Pen ou au RN en général. Donc terreau du nationalisme français, Mayotte. Alors ce programme, disons que on va prendre les thèmes de droite classiques. Hein. On parle beaucoup d'immigration. Comme dans les programmes précédents, on insiste sur l'importance du nucléaire, sur l'importance aussi de faire du protectionnisme, et aussi sur le fait que les exécutifs locaux, donc notamment en fait tous les États européens, doivent rester au-dessus de la Commission européenne et que la Commission européenne doit être un peu plus en retrait. Et en tant que tel, on ne parle pas directement énormément des libertés fondamentales des Européens, mais insister sur la souveraineté nationale, sur une forme de subsidiarité nationale, pour moi ça relève un peu des libertés, même si c'est un peu maladroit. Et sinon après bon, il y a des sujets qui sont un peu voire carrément négligés. L'économie, c'est pas trop ça. On parle pas du tout de la situation en Ukraine. L'innovation, bon, ça ressemble plus à un vœu pieux qu'autre chose. Et la question de l'indépendance de l'Europe, on n'en parle pas trop non plus. Par contre, l'outre-mer, l'outre-mer, on en parle vraiment beaucoup. Ils ont repris leurs chevaux de bataille classiques. Et après, ils ont saupoudré le tout des grands sujets à côté desquels tu peux pas passer. Genre, à la fin, tu as un petit paragraphe sur l'intelligence artificielle qui... bon, ok, d'accord, c'est
À voir s'ils partent dans un délire je veux tout réguler ou si au contraire ils veulent le diffuser pour qu'on rattrape le retard. C'est surprenant qu'il n'y ait rien sur l'Ukraine. Parce que je pensais qu'au contraire ils avaient renforcé leur discours pour être pour un peu nettoyer cette image qu'ils avaient de partis soumis aux velléités russes. Bah, en fait, ce qu'ils disent sur l'Ukraine, c'est qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine et donc il faut se réarmer. Mais à côté de ça, si tu cherches Ukraine dans leur programme, ils disent qu'il faut refuser l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et qu'il faut protéger les agriculteurs européens face aux prix un peu déloyaux des agriculteurs ukrainiens. Bah ça, pour le coup, ils sont bien placés pour le dire parce que à gauche, au centre gauche et à l'extrême gauche, personne ne s'oppose à l'extension de l'Union européenne à des pays, voilà, comme peuvent l'être l'Ukraine, la Turquie, et ça, bah, ça met déjà aujourd'hui nos éleveurs et nos paysans en difficulté. Alors bon, s'ils font partie de l'Union européenne, on se retrouve dumpé complètement. Bon là, en prenant un paragraphe au pif, il y a quand même des trucs de bon sens. Endiguer le phénomène d'interdiction des véhicules thermiques, c'est pas mal. Et c'est d'ailleurs un point qui n'a pas été soulevé dans les autres programmes, sauf erreur de ma part, et qui est assez important d'ailleurs. Alors il me semble que c'est abordé dans le programme LR, si je me trompe pas. Ouais, ça va vérifier. Ce qui est pas surprenant. Oui, donc l'interdiction de produire des véhicules thermiques, sachant qu'on est toujours très en retard sur les véhicules électriques, c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Anecdote marrante, quand j'étais étudiant, en 2016, on était allé à l'Assemblée nationale assister au vote de la loi de ratification de la réforme du Code civil. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que bon, l'Assemblée était à moitié vide, comme d'habitude, et que parmi les rares députés présents ce jour-là, tu avais la maire Le Pen. Et en fait, la réforme du Code civil, elle avait pour vocation de moderniser le droit civil français, qui n'avait pas été changé depuis 1804. Et la maire Le Pen, elle avait sorti des poncifs en mode non, mais on est en train d'américaniser le droit. C'est un progrès qui, en fin de compte, nous fait revenir en arrière. Et elle avait parlé 2 minutes et elle s'était barrée. Elle aura eu son chèque. Marine Le Pen, qui en plus d'être députée, est une passionnée de chats. Est-ce que vous le saviez, ça? De chats? De chats, oui. Oui, bah, elle est dresseuse de chats. Elle a le diplôme. Elle a le diplôme, oui. Je crois qu'elle a une multitude de chats chez elle. Bah, c'est souvent le cas des femmes de plus de 50 ans sans mari ni rien, quoi. Oh, elle a quand même des enfants. Oui, c'est vrai. Je suis mauvaise langue. Alors donc, pour revenir au programme, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est plus dans la forme du programme, c'est que les axes sont assez faciles à comprendre. Si vous allez en début de programme, il y a ce qui va être défendu, ce à quoi ils vont s'opposer, et ce sur quoi ils veulent négocier. Ils veulent réformer Frontex, ils veulent modifier le marché unique, et ils veulent modifier Schengen en introduisant un concept un peu bizarre de double frontière, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait les frontières européennes à défendre, mais qu'il y ait aussi le retour des frontières nationales. Et on comprend pas trop comment. Donc ça ressemble plus à un bricolage électoral. Mais sinon,
j'ai eu l'impression quand même que les thèmes qui étaient abordés, ça ressemblait plus à des thèmes un peu franco-français. Voilà, qu'on parle de double frontière, d'autoriser la priorité nationale, etc., de conditionner le versement des aides. Ça ressemble quand même beaucoup à une transposition du programme à l'échelon national du RN à l'échelle européenne. Bah, alors, après, l'histoire de la double frontière, c'est tout simplement que Frontex patrouille au large des points européens plus exposés aux flux migratoires, au large de l'Afrique, au large du Moyen-Orient, et que via des accords avec les pays de départ des bateaux, ils peuvent les renvoyer et donc devenir effectivement des gardes-côtes. Et la deuxième frontière, c'est juste le fait d'instaurer des contrôles aux frontières italiennes et espagnoles. Mais enfin, je vois pas vraiment ce qu'il y a de scandaleux. J'ai lu il y a quelque temps que le tribunal administratif de Briançon avait décidé qu'il était illégal de renvoyer les migrants qui passent la frontière italienne à pied via la montagne. Donc, vraisemblablement, personne n'a de scrupules à être dans le laxisme plus total, mais voilà, en regardant les débats, cette histoire de double frontière a valu voilà, de grandes remarques à Jordan Bardellou en disant ah oui, mais comment ça marche? Mais voilà, enfin, je veux dire, vraisemblablement, actuellement, la mode, c'est de ne contrôler personne. La double frontière, c'est de contrôler un peu plus. Et quand même, c'est normal. Beaucoup de gens problématiques sont arrivés ces dernières années en Europe sur des bateaux de migrants. Et voilà. Il faut déjà pouvoir les renvoyer de l'autre côté de la mer, d'où ils sont partis. Et quand ils arrivent en Europe, pouvoir les mettre dans des camps où on étudie bien leur cas. Donc ces histoires de trains, c'était pour ça? Oh là là. Oh là 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 Je sais pas si on la gardera en montage, celle-ci. Ah oui, oui, non, sans doute qu'il faudra pas. Sans doute qu'il faudra pas. Très bien. Est-ce que vous aviez des choses que vous vouliez ajouter sur ce programme? Non, moi je propose qu'on passe tout de suite au dernier. Donc Reconquête. Donc celui de Reconquête. Et alors c'est rigolo parce qu'en cliquant sur le lien, on voit tout de suite qu'ils ont été condamnés par la CNIL pour non-respect de la législation sur les données personnelles. Parce que c'est le seul lien où tu es tout de suite confronté à un bandeau cookie. Donc on voit bien qu'on leur a remonté les bretelles. Et alors, avant que tu nous fasses ton petit débrief, il y a à la toute fin, dernière page, les 10 points clés qui ensuite sont détaillés dans le programme. Donc, tu as non à l'islamisation de l'Europe, blocus naval contre l'immigration, expulsion et rémigration, refus de tout impôt européen, liberté pour les entreprises, soutien à nos agriculteurs, défense de notre excellence nucléaire, priorité nationale et européenne, abolition de la GPA et protection de nos enfants contre le péril woke. Donc, et oui, on parle beaucoup du wokisme dans ce programme. C'est une pure reprise du programme présidentiel. En fait, ce programme, oui, il y a beaucoup de mesures qui ressemblent plus à des mesures nationales qu'à des mesures européennes. Et on est toujours sur les mêmes thèmes. Donc les thèmes de l'immigration et de l'islam, etc. Et à côté de ça, comme tu l'évoquais, de laisser le pouvoir aux exécutifs. Et après, il y a des points communs avec les LR, hein, et avec d'autres. On insiste encore sur le nucléaire, on insiste sur l'importance d'avoir une subsidiarité dans les décisions. Donc la subsidiarité étant entendue comme le fait de laisser les États faire ce qu'ils veulent, du protectionnisme. Mais après, il y a des choses qui peuvent te plaire, mon cher Maurice.
Déjà, il y a une pincée d'affouérisme. C'est-à-dire que quand tu lis ce programme, il y a tout un tas d'institutions, on dit ça sert à rien, virons ces machins. Et on parle de l'importance de la famille. Et il y a ce slogan qui est moins de migrants, plus d'enfants. C'est pas mal. Ah oui, il tape dans le gras. Il tape assez sévère dans le gras. Ah, et il y a un point important, c'est remporter la bataille européenne contre la drogue. Ça, c'est un fléau qui, malheureusement, est trop peu souvent traité dans les programmes. Sauf quand tu as des événements médiatiques comme on a pu les voir récemment avec cette histoire de fugue qui a causé la mort de 2 agents. Mais je pense que c'est un peu un sujet qu'on fait souvent passer à la trappe, qui rentre bien sûr dans la politique générale de sécurité. Mais en fin de compte, ça peut vite devenir un problème en Europe avec des conséquences gravissimes et dégénérer dans une forme de années 80, Colombie, guerre entre État et narcotrafic, avec justement ces barons de la drogue qui deviennent de plus en plus riches, de plus en plus organisés, et parfois des micro-États dans des grands États, tu vois. Une délégation de magistrats mexicains est récemment venue en France en alertant nos juges à nous et en soulignant les similarités qu'il y a entre le nouveau banditisme composé de très jeunes disposés un peu à faire de tout, au profil varié, soit originaires directement du continent européen, mais souvent aussi issus des flux d'immigration illégale, et qui présentent de fortes similarités avec les sicarios de chez eux. Donc c'est clairement un problème important et de taille. Ouais, et le Sénat pointait l'autre jour, je crois que dans une commission d'enquête, le fait qu'on n'était pas armé juridiquement pour réagir face à ce genre de problème. Après, je sais pas si ça dégénérera comme dans les États sud-américains, parce que on a quand même des États qui sont moins corrompus et qui sont plus vieux, etc. Mais il y a plein de mesures à prendre, tant sur le plan législatif que judiciaire, et voilà, c'est un sujet qui est pas du tout évident. Je vous reporte à l'épisode qu'on avait fait l'autre jour en compagnie de Scipion l'Africain pour parler de la légalisation du cannabis. Oui, on a brièvement évoqué, mais on aurait pu rentrer plus dans le détail. Mais alors, revenons au programme, oui. Revenons au programme. Alors, dans ce programme, en fait, moi, j'ai été quand même surpris par... Bon, alors, je termine juste sur les points qui vont te plaire. On parle quand même de natalité. C'est le seul programme que j'ai vu qui parle de natalité. Là, on n'est pas très fan du LGBT, tout ça. On parle de protéger nos enfants de la propagande woke et de l'activisme LGBT. Et on parle de la natalité comme la grande cause européenne. Donc c'est quand même assez différent des programmes, disons, de gauche. Mais à côté de ça, il y a des thèmes qui sont totalement absents. L'Ukraine, encore une fois, c'est pas évoqué. Et à côté de ça, il y a la question de l'indépendance de l'Europe qui est totalement passée à la trappe. Tu vois, il y a des programmes comme celui du RN ou celui de la France Insoumise où c'était vaguement évoqué les problèmes de chaîne de production, etc., de relocalisation. Mais dans celui de Reconquête, alors je l'ai peut-être manqué, mais j'ai l'impression que c'est un non-sujet. Et donc en fait, ce que je vois surtout de ce programme, c'est que c'est un programme qui est plutôt en opposition, mais qui est qui a une transposition vraiment pure et dure du programme national. Ils ne sont pas dans une optique de rupture avec les États-Unis. Enfin, ni le RN d'ailleurs, mais le RN a quand même pour ambition de se détacher un peu et d'être un peu plus indépendante. Le Reconquête, c'est pas tellement dans la logique, j'ai l'impression. Bah, pour un parti qui réclame le fait de sortir du commandement intégré de l'OTAN, ça paraît quand même bizarre de pas penser aux chaînes de production logistique quand on est dans un programme aux européennes.
enfin, je veux dire, dans le programme du RN, on a au moins la notion de faire une préférence européenne lorsqu'on investit sur des projets militaires. Là, il y a vraiment rien qui est évoqué à ce niveau-là dans le programme de reconquête. Ce qui me surprend beaucoup parce qu'il me semble que c'était des thèmes qui étaient évoqués dans les débats. Alors, le Rassemblement national, ils sont effectivement plus dans une optique ils sont plus ils se projettent plus dans l'Europe, sur le continent européen. Les reconquêtes mettent le focus aussi sur la question civilisationnelle qui va au-delà de l'Europe et qui est plus tournée voilà, vers l'Afrique et vers le monde arabo-musulman et le Moyen-Orient. Et dans cette optique-là, ils ne peuvent pas se détacher complètement du parapluie américain. D'ailleurs, ils sont dans le même groupe que Mélanie. Il y a eu des rencontres et j'ai même cru voir au journal télévisé italien, peut-être il y a 2 semaines, 3 semaines, que Marion Maréchal était venu en Italie, affirmant la compatibilité entre cette droite des 2 côtés des Alpes. Et voilà, dans une optique civilisationnelle, il ne peut pas se détacher des États-Unis. Et alors toi, mon cher Maurice, c'est quoi ta vision de ce programme de reconquête? C'est une vision partagée parce que d'un côté, bon, ils ont raison sur un certain nombre de points. De l'autre, ils ont aucune intelligence politique. Ils sont trop dans l'excès et ils jouent un peu ce rôle d'éponge à la diabolisation du RN. D'un autre côté, il y a des choses qui sont vraiment novatrices, surtout le afouérisme. Et c'est un peu un souffle rafraîchissant. J'espère qu'ils auront quand même quelques places, quelques sièges au Parlement, parce que je vois pas pourquoi ils les mériteraient pas, sachant qu'ils ont fait plus que LR au présidentiel et qu'ensuite ils se sont ils ont trébuché pour les législatives. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien, je vous propose peut-être de conclure, éventuellement en donnant vos programmes préférés et les programmes qui vous débectent le plus, en commençant peut-être par ce que vous préférez. Moi, je vais donner le programme de Maurice Dujambon. Maurice Dujambon, il arrive au Parlement européen et première chose qu'il fait, c'est saucisson, pinard, jolie fille pour tous les Européens. Il y a à faire quand même en Europe, hein. On a quand même pléthore de jolies filles, particulièrement dans l'ouest de l'Europe. Écoutez tous Maurice Dujambon. Très très beau programme. Il y a que moi sur la liste, c'est mon nom 81 fois. C'est Maurizio del Prosciutto, Maurice Dujambon. Dans toutes les langues. Maurice del Jamon. Del Jamon. Mokhtar du Khalouf. Non, sinon, écoute, y a, dans chaque programme, bon, sauf à gauche, extrême gauche, t'as des petites choses intéressantes. T'as des propositions qui globalement vont dans le même sens. Ça se répète beaucoup. C'est plus de sécurité, plus de réindustrialisation. Le nucléaire, ça revient tout le temps. Immigration également. Il faut trouver le juste milieu et faire en sorte qu'on se débarrasse une fois pour toutes de toutes les tares de l'Union européenne en termes de législation liberticide et qui flingue l'économie. Je ne saurais pas dire quel est le mieux placé. Alors, bon, le RN, je pense pas que ce soit le cas. La seule bonne raison pour voter pour le RN, c'est de leur permettre de mettre une raclée à Macron, et c'est tout. Et sinon, ça se joue entre LR et Reconquête. Et alors, toi, mon cher Scipion,
Bah moi, je penche carrément pour le programme de reconquête. C'est celui qui me parle le plus. Ce n'est pas le plus populaire, j'en conviens, mais après tout, c'est un nouveau parti. Sans doute que les gens ne sont pas encore habitués à certaines thématiques, mais il m'a l'air le plus au taquet sur la plupart des points qui me tiennent à cœur. Moi, en ce qui me concerne, ce que je trouve un peu dommage, c'est il y a des éléments que j'aime bien dans beaucoup de programmes, mais ils sont éparpillés. Et je vois pas vraiment de programme qui puisse synthétiser tout ça. Si je devais dire le programme qui correspond à le plus de choses que j'aime bien, je dirais plutôt le programme LR, parce que bah, bien sûr il y a les aspects géostratégiques qui sont pris en compte, il y a la question de l'économie, il y a la question de l'indépendance, de l'innovation, etc. Mais il y a des thèmes qui sont pas abordés comme la natalité, qui sont des thèmes quand même qui sont très importants. Un continent qui fait pas d'enfants, c'est un continent qui a moins de croissance, c'est un continent qui va faire moins d'économies d'échelle, etc. Et qui est obligé de prendre la main d'œuvre dans le reste du monde. Et non, la natalité, c'est vraiment un sujet qui est trop important pour être mis de côté. Et je trouve vraiment dommage qu'il y ait que Reconquête qu'en parle et pas tous les autres programmes. Donc moi j'aime bien le côté très chauvin suprématiste français de LR et Renaissance, mais j'y ajouterais une bonne dose d'afouérisme et de natalisme de chez Reconquête. Mais maintenant je vous propose de discuter des programmes les pires. Alors moi mon pire programme, hein, sans aucune surprise, c'est celui de la France Insoumise. Le PS, c'est nul, mais au moins, quand même, on pense aux enjeux européens. On pense que, voilà, la sécurité, bon, le terrorisme, c'est un vrai sujet. La défense, c'est un vrai sujet, etc. Et que l'indépendance, c'est un vrai sujet. Donc c'est quand même moins pire que la France Insoumise. Pour moi, la France Insoumise, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'ils sont pas intéressés par l'élection, et à côté de ça, ils proposent des trucs de merde. Oui, c'était clairement le pire. Ils essayent de déstabiliser le game dans une logique trotskiste comme leur leader, quoi. Mais alors même sans parler du fond, déjà rien que le fait que leur programme fasse 128 pages, ça les disqualifie. Ouais, ils ont jeté l'éponge, ils ont abandonné l'idée d'avoir beaucoup de voix à cette élection, ils se sont dit on va juste Le ministry avec leur programme à la mort moelleux de 130 pages. Ils vont exciter les militants et c'est tout. Ouais, mais traditionnellement, ils font pas beaucoup de points à ces élections-là parce qu'ils ont pas un électorat qui est très intéressé par la question européenne. Hein. Bah, disons qu'avec Rima El Hassan, ils ont vraiment essayé de mettre le paquet en partie aussi pour contraster la liste pro-palestinienne qui était émergente il y a quelques mois et qui aurait pu rafler pas mal de votes. Hein. Je veux dire, on voit bien que quelque chose a un peu changé dans le prisme politique français, de par le fait que le conflit à Gaza s'exporte de par chez nous et que, voilà, vous l'avez vu le bébé Nord, Eisen Rafa, bon, après, c'est horrible ce qui se passe là-bas, mais merde, on est tellement désintéressé à la France qu'on... Moi, ce qui me surprend, c'est que c'est un sujet qui a toujours beaucoup clivé en France. Vous vous souvenez, hein, déjà, quand on était plus jeune, hein, il y a plus de 10 ans, la question du conflit israélo-palestinien, c'était un sujet très clivant dans les cours de récréation, dans les collèges, dans les lycées. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que ça s'est exporté en dehors de la France. C'est qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, en Angleterre, etc., ça devient un sujet, comment dire, très clivant. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû aux réseaux sociaux, au fait que les images circulent et qu'on n'est plus juste dans le prisme de la télé? Est-ce que c'est dû aussi en partie à une forme, aussi à l'immigration, parce qu'on a des populations qui se sentent plus proches de ce qui se passe là-bas que ça pouvait être le cas il y a 20-30 ans?
Après, d'un côté, les États-Unis ont la plus grosse communauté juive du monde en dehors d'Israël, avec, il me semble, à peu près 5,5 millions de personnes de confession juive, et que voilà, les rapports entre les deux pays sont prospères, et il y a même une forte mobilisation là-bas de la communauté juive pour aider bénévolement l'État d'Israël et même les, les inségations en Cisjordanie. Et d'un autre côté, bon, les Anglais sont concernés par le fait parce que c'est l'ancienne métropole coloniale, c'était la Palestine mandataire, c'est eux qui ont franchi le pas en premier en disant quand nous nous retirerons du Levant, nous laisserons les Juifs qui voudront s'y installer, et que donc ils ont une certaine, ils sont impliqués historiquement dans le conflit. Au moins autant que les Français. Et puis, tu l'as dit, hein, c'est aussi le fait que l'immigration a pris de telles proportions en Europe que même si ce sont des populations qui n'ont jamais voté, qui ne se sont jamais intéressées à se mobiliser sur la politique de leur pays d'accueil, représentent quand même un certain pourcentage de la population, un pourcentage qui peut faire il y a une forme de contagion. Il y a une forme de contagion. Tu vois, il suffit que tu aies, je sais pas, 2-3% je sais pas, de population musulmane, par exemple, qui se sentent concernés par ce qui se passe en Palestine, pour que ça soit une forme de chambre d'écho à ce qui se passe là-bas, et que le point de vue de ces gens-là résonne chez la jeunesse, pour que chez la jeunesse, en fait, des gens qui se seraient jamais intéressés au problème écoutent les revendications et les aient eux-mêmes. Hein. Parce que quand tu regardes les gens qui manifestent ou qui protestent en faveur des Palestiniens, t'as quand même beaucoup d'autochtones. En fait, l'immigration ne pèse pas juste démographiquement. Enfin, je veux dire, le fait qu'elle soit de plus en plus importante démographiquement fait aussi que les populations autochtones se sentent concernées par des batailles qui ne sont pas les leurs. Après, ne me demande pas pour quelle est la raison. Sans doute ont-ils un grand cœur, sans doute ont-ils des vies suffisamment stylées pour s'occuper de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Très bien. Et bien sur ce, mon cher Maurice, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour conclure cette émission ? Je conclurai, chers amis, en vous disant que si les élections européennes c'est bien, partager l'épisode du régime des actifs c'est mieux. Le partager et le commenter, et surtout envoyer un gros chèque. Nous envoyer un gros chèque et réécouter le jingle de Scipion, l'aventurier de l'espace-temps. De l'espace-temps. Eh bien, beaucoup bisous, chers amis. On vous embrasse. À la vôtre, les amis. Je parle de Scipion l'Africain. T'as jamais vu un mec aussi malin. Il raconte ses aventures avec passion au régime des actifs. Une vraie attraction. Il a voyagé dans l'espace-temps, rencontré des aliens. C'est pas du flan, Scipion, un explorateur pas comme les autres. Avec sa musique, il fait vibrer les